Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bon, je vais juste expliquer pourquoi je vais vous parler des rythmes biologiques des enfants. Simplement parce que, en tant qu'enseignant-chercheur, j'ai participé à la mise en place d'un laboratoire du sommeil dans l'université où je travaillais. Et on a fait de la recherche fondamentale sur le rôle que joue le sommeil dans les apprentissages nouveaux qu'on est en train de faire. Et parallèlement à cette recherche fondamentale, j'ai travaillé 3 ans au CHR de Lille, où je travaillais avec le service d'accueil des grands prématurés, qui étaient des bébés de plus en plus jeunes, de plus en plus immatures, avec un petit poids de naissance. Et les médecins mettaient tout en œuvre pour faire survivre ces bébés le mieux possible, mais on constatait qu'en grandissant, ils présentaient pas mal de difficultés, parmi lesquelles des troubles du sommeil. Et donc l'idée de ce travail dans ce service était de voir s'il était possible d'améliorer le premier environnement de vie de ces bébés pour éviter ces troubles du sommeil. Ce que l'on a donc fait, et de fait, on a démontré qu'en améliorant cet environnement de vie, on permettait à ces bébés de poursuivre leur maturation du rythme veille-sommeil tout à fait normalement, puisqu'arrivés à l'âge normal du terme, ils avaient le même niveau de maturation que les bébés nés à terme, ce n'était pas le cas des bébés qui n'avaient pas participé à cette amélioration de l'environnement. Et on les a suivis jusqu'à l'âge de 3 ans, et de même, on a constaté qu'ils présentaient beaucoup moins de problèmes de sommeil que n'en présentaient ces bébés qui, malheureusement, n'avaient pas, à cette époque-là, bénéficié de cette amélioration de l'environnement. Donc ça avait été une recherche fort importante, puisqu'elle prouvait le rôle que joue l'environnement sur le rythme veille-sommeil du bébé, et prouvait surtout que ce rôle, il peut être positif comme il peut être négatif. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a conduite ensuite à travailler avec des établissements scolaires, parce qu'à partir du moment où on a connu ces travaux, des chefs d'établissements scolaires me disaient « mais si ça marche sur le bébé, pourquoi ça ne marcherait pas pour l'enfant plus grand ?» Et effectivement, à partir du début des années 80, j'ai bénéficié des contrats de recherche et des contrats d'expérimentation qui étaient proposés, parce qu'il y a eu énormément de contrats État-région, État-territoire, etc., État-collectivité, qui permettaient des aménagements nouveaux dans les établissements scolaires autour du temps scolaire et du temps non scolaire. Donc je fais ça depuis le début des années 81, et c'est vrai que la réforme de 2013 n'avait pas grand-chose d'innovant pour moi, parce que ça faisait vraiment des années que j'expérimentais des organisations nouvelles, dont certaines d'ailleurs perdurent encore aujourd'hui et ne sont pas remises en question par ceux qui le vivent. Alors c'est vrai que quand je commençais à travailler dans ce domaine-là, la première chose que je faisais, c'était de donner un socle commun de connaissances à tous les acteurs de la communauté éducative qui participaient au projet sur la meilleure connaissance des rythmes biologiques des enfants. Et je pense qu'on a eu tort de se précipiter en 2013 pour mettre en place la réforme sans faire ce premier travail. Parce qu'il était indispensable à faire, parce que c'est le seul moyen de comprendre comment il faut aménager les temps de l'enfant par rapport au respect de ses rythmes biologiques. Et je voudrais dire également qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire ces projets, j'ai éliminé de mon vocabulaire différents termes. Et en particulier, je dois bien dire que j'ai éliminé le terme rythme scolaire. Et c'est pas de chance, parce que ça fait 4 ans qu'on me demande tous les soirs de parler des rythmes scolaires, alors que je ne veux plus parler des rythmes scolaires. C'est pas comme ça une envie qui m'est venue un jour en me levant, hein. C'est tout à fait appuyé par 2 raisons. Une qui est scientifique et l'autre qui est une raison que je vais vous expliquer. La raison scientifique, c'est qu'on finit par en oublier ce qu'est un rythme. Et vous m'excuserez d'ailleurs de le dire ce soir, mais on n'a pas changé puisqu'on parle même de rythme éducatif maintenant. Et j'avoue que je cherche, depuis qu'on parle de rythme éducatif, ce qu'on met derrière rythme éducatif. Et je n'arrive pas à le trouver. Donc il faudra qu'on me l'explique, parce que moi je sais pas ce que c'est que des rythmes éducatifs. Et quand je dis que c'est parce qu'on a oublié ce que c'est qu'un rythme, c'est qu'un événement rythmé, ça se définit, c'est pas n'importe quoi. Et tous les événements qui changent au cours du temps ne sont pas forcément rythmés. Il peut arriver qu'il y ait des fluctuations aléatoires, etc., qui n'ont rien à voir avec un rythme. Alors un événement est dit rythmé si cet événement se reproduit à l'identique en fonction d'une certaine périodicité. C'est ça un événement rythmé. C'est pour ça qu'il y a des événements rythmés en musique, en poésie, et on a des rythmes biologiques qui sont des événements rythmés, c'est-à-dire avec des événements qui se reproduisent à l'identique, en fonction d'une certaine périodicité. Travaillant beaucoup avec les écoles et les enseignants, je me suis toujours interrogée sur quels étaient les événements scolaires qui se reproduisent à l'identique en fonction d'une certaine périodicité.
Et comme je ne les ai jamais trouvés non plus, c'est là que je me suis dit que rythme scolaire, c'était vraiment deux termes qui n'avaient rien à faire l'un à côté de l'autre, qu'il est sûr que si on fait des maths tous les jours à l'école, pour autant les maths d'un jour tiennent compte de ce que l'on a fait auparavant. Sinon, c'est l'enfant lui-même qui se reproduira à l'identique, et c'est pas vraiment ce que cherche l'école. Donc c'est une des deux raisons pour lesquelles je ne parle pas de rythme scolaire. Et la deuxième, c'est parce que c'est un terme franco-français. Vous ne trouverez aucun autre pays qui ne parle de rythme scolaire, et qu'il a été inventé dans les années 70-80, tout simplement parce que c'est l'époque à laquelle on a vraiment validé l'existence des rythmes biologiques. Auparavant, c'était des hypothèses qui étaient faites, mais il y a eu des expériences dans les années 60 qui ont permis de valider l'existence de ces rythmes biologiques. Et dans les années 70-80, il y a eu un gros bouillonnement intellectuel autour de ça, où chacun s'interrogeait pour savoir si on respectait suffisamment bien les rythmes biologiques des enfants. Et c'est à cette occasion qu'on a créé le terme rythme scolaire, puisqu'il y a eu un conseil économique et social en 79 qui n'a porté que sur cette thématique-là. Et en 1980, il y a un rapport qui a été publié et qui proposait une nouvelle organisation du temps scolaire journalier, sur la journée de l'enfant, sur la semaine de l'enfant et sur l'année de l'enfant. Et je dis bien 1980, et vous voyez qu'en 2017, on est toujours en train de se poser la même question. Alors qu'il y avait quand même eu, à cette époque-là, et des propositions et une vraie réflexion autour de cela par des tas de spécialistes qui s'interrogeaient sur les rythmes des enfants. Et en fait, ce terme rythme scolaire, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'il a été inventé à ce moment-là. Il veut dire réorganiser l'emploi du temps scolaire pour mieux respecter les rythmes biologiques des enfants. C'est ça qu'il veut dire. Réorganiser l'emploi du temps scolaire pour mieux respecter les rythmes biologiques de l'enfant. Et c'est la deuxième raison pour laquelle je l'ai éliminé de mon vocabulaire, parce qu'on voit bien qu'on ne s'intéresse qu'à l'emploi du temps scolaire. Alors cet emploi du temps scolaire, il concerne aujourd'hui, depuis 2008, 864 heures annuelles. Et de fait, ces 864 heures annuelles ne représentent que moins de 10% du temps de vie total de l'enfant. Le temps de vie total de l'enfant, c'est 24 heures multipliées par 365 jours, c'est-à-dire que c'est 8760 heures. Et 864 heures, c'est moins de 10% des 8760 heures de temps de vie de l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début des années 80, je disais aux partenaires avec lesquels je travaillais que nous aurons une réflexion sur l'aménagement des temps de l'enfant, ce qui n'a pas du tout le même sens que de parler des rythmes scolaires, sur l'aménagement des temps de l'enfant, qui permettront de prendre en considération tous les temps de l'enfant, mais qui permettront également de parler et des contenus de ces temps et de la manière de transmettre ces contenus. Donc c'est fondamentalement différent que de parler des rythmes scolaires qui ne s'intéressent qu'à des horaires, que de parler de l'aménagement des temps de l'enfant. Et c'est pas par hasard que j'avais décidé ça, c'est tout simplement que dans ces mêmes années 70-80, 2 livres sont apparus qui ont été très importants pour les recherches que j'ai poursuivies par la suite. Le premier, c'est celui d'un chronobiologiste qui est un monsieur qui vit toujours aujourd'hui, mais qui est très âgé, qui s'appelle Alain Reinberg, et qui était le papa de la chronobiologie française. Alors, juste dire que la chronobiologie française, elle est née au moment où ces expériences ont permis de valider l'existence des rythmes biologiques. Et donc, cette science est née à ce moment-là, chronobiologie, a été reconnue par l'Académie des sciences, et c'est bien une science tout à fait reconnue à l'international, puisque les prix Nobel de médecine de cette année ont été délivrés à 3 chercheurs en chronobiologie. C'est dire que c'est une science importante et reconnue dans tous les pays du monde. Alors que le rythme scolaire, ça n'est qu'en France. Et c'est pas une science, en plus. Pas du tout. Donc, effectivement, ce livre de Alain Reinberg qui s'intitulait « Des rythmes biologiques à la chronobiologie ». Et dedans, il consacre une partie importante aux enfants, dans lequel il dit « Il faut absolument apprendre à respecter les rythmes biologiques des enfants ». Mais avait-il rajouté « Pour bien les respecter, il faut d'abord bien les connaître ». Et c'est la raison pour laquelle j'ai passé ma vie à donner, à connaître les rythmes biologiques des enfants à ceux avec lesquels je travaillais. Et je dois dire que depuis 2013, je crois que j'ai fait 650 interventions pour expliquer ce que sont les rythmes biologiques des enfants. Malheureusement, je ne suis pas passé dans les 36 000 communes, donc des communes où c'est passé à côté. C'est bien dommage. Mais en tout cas, ça aurait permis véritablement qu'on se pose les bonnes questions une fois qu'on connaissait bien les rythmes biologiques des enfants.
Et puis l'autre livre qui avait été important pour moi, c'est celui d'un pédiatre qui s'appelait Guy Vermeil, qui lui est décédé il y a quelques années, et qui avait alors publié un bouquin intitulé La fatigue à l'école. Et dans ce livre, il avait mis en évidence toutes les causes de fatigue des enfants qu'il accueillait dans son cabinet de pédiatre. En 2001, il a participé à un congrès au cours duquel il a fait une conférence, et les personnes présentes l'ont interrogé sur ce livre en disant « Mais est-ce que votre livre a toujours autant de validité en 2001 ?» Il avait répondu par l'affirmative en disant d'autant plus qu'en 2001, j'ai bien plus d'enfants qui viennent consulter dans mon cabinet pour fatigue que je n'en avais dans les années 70. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'il en est en 2017, mais ça ne doit pas être beaucoup mieux. Mais avait-il ajouté, si je réécrivais ce livre, je donnerais plus ce titre, je l'appellerais La fatigue de l'enfant. Et ce qu'il exprimait à travers ça, c'est qu'on se trompe en pensant que l'école est la seule source de fatigue de l'enfant, que la fatigue de l'enfant, elle est multicause, elle est multisource, et si l'ensemble des personnes qui s'occupent de l'enfant ne tiennent pas compte de ça, on aura toujours des enfants fatigués. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu travailler sur l'aménagement des temps de l'enfant, en disant que tous les temps de l'enfant doivent être aménagés en fonction des personnes qui s'occupent de cet enfant pendant ces temps-là. Alors, ces rythmes biologiques, qu'en sait-on? La première chose qu'on sait, c'est que c'est une propriété de la vie. Tous les êtres vivants sont rythmés. Toutes les plantes possèdent un rythme biologique. Les algues unicellulaires, qui n'ont qu'une seule cellule, possèdent des rythmes biologiques. C'est pourquoi ils sont aussi importants et qu'ils doivent être respectés. Les rythmes biologiques sont génétiquement programmés, ce qui veut dire que chacun d'entre nous possède un programme génétique relatif à ces rythmes biologiques qui crée des différences interindividuelles et qu'il est évident que dans cette salle, nous n'avons pas tous les mêmes rythmes biologiques. Je suis sûre qu'il existe des différences entre chacun de nos rythmes biologiques. Le seul petit problème, c'est que depuis que vous êtes né, on vous a convaincu qu'il fallait vous adapter une journée de 24 heures parce que ça, c'est la journée sociale. Mais qu'il est possible que votre rythme ne soit pas de 24 heures, je peux vous le dire. Génétiquement programmé, ça veut dire que c'est à la naissance. Il n'y a que les jumeaux monozygotes qui viennent du même œuf, qui sont les vrais jumeaux, qui possèdent les mêmes rythmes biologiques. Et que vous pouvez avoir des jumeaux dizygotes, pourtant nés le même jour et pratiquement à la même heure, qui n'auront pas les mêmes rythmes biologiques. Et dans une même fratrie, on peut avoir autant d'enfants que de rythmes, mais c'est pas toujours facile à gérer. Et pourtant, il faudrait pouvoir le faire. Quand je parle de ces différences interindividuelles, il faut que vous sachiez qu'il y en a une qui apparaît très tôt, puisqu'elle apparaît dès l'âge de 1 an. Cette différence interindividuelle, chez les bébés de 1 an, elle porte sur leurs besoins de sommeil. Et on sait qu'à 1 an, on a des bébés qui sont petits, moyens ou gros dormeurs. Et ça, c'est une typologie du sommeil qui va rester toute la vie. Ce qui veut dire tout simplement que quand ils rentrent à l'école maternelle, ils sont toujours petits, moyens et gros dormeurs. Et je sais pourtant qu'aucune école maternelle, sauf celle que j'ai accompagnée, n'entend ces différences interindividuelles. On s'occupe des petites sections, des moyennes sections, des grandes sections. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure c'est important d'en tenir compte. Mais en tout cas, c'est le constat que j'ai fait assez général. On ne tient pas compte de ces différences interindividuelles. Savoir encore que ces rythmes biologiques sont générés par des horloges biologiques et que notre organisme possède une foultitude d'horloges biologiques, puisque toutes nos cellules possèdent des horloges biologiques, que la plupart de nos organes possèdent des horloges biologiques. C'est vrai pour la vésicule, c'est vrai pour le foie, c'est vrai pour les reins, c'est vrai pour le cœur, que nous avons des horloges biologiques dans le cerveau. Et que ces horloges biologiques fonctionnent en fonction d'une certaine périodicité. Alors la périodicité d'un rythme, c'est la durée qui sépare l'apparition d'un événement avec sa réapparition à l'identique à un temps t plus 1. Donc c'est cette durée t plus 1 qui exprime la période du rythme. Et savoir encore que parmi ces horloges nombreuses et importantes, il en est une qui est particulièrement importante à cause de l'emplacement qu'elle a dans le cerveau. C'est une horloge qui se trouve juste derrière les yeux, qui est en fait un amas de cellules au-dessus du croisement de nos nerfs optiques. Elle est juste derrière les yeux
Et l'importance de son rôle vient de ce que c'est elle qui voit le passage du jour à la nuit et de la lumière à l'obscurité. Et grâce à cela, c'est elle qui va jouer un rôle de chef d'orchestre en indiquant aux autres horloges s'il est l'heure de démarrer, de s'arrêter, etc. Et donc elle a un rôle fondamental. Et puis c'est vrai que tout le monde dit qu'il faut respecter les rythmes biologiques, que la réforme a été faite pour respecter les rythmes biologiques des enfants. Et quand j'interroge les uns et les autres, je leur dis, mais ça veut dire quoi pour vous, respecter les rythmes biologiques? Finalement, je m'aperçois qu'on a beaucoup de mal à me répondre, qu'on ne sait pas trop ce qu'on met derrière ce fameux respect des rythmes biologiques. Et donc, je vais vous donner une définition de ce respect des rythmes biologiques, et puis je vais vous donner un exemple concret de ce que devrait être un respect des rythmes biologiques. Et quand je l'aurai donné, vous me direz si chacun de vous, vous considérez respecter vos rythmes biologiques. Puis nous pourrons en reparler. Alors, je vous ai dit que la période du rythme, c'est la durée qui sépare deux événements, un temps T. Dans l'être humain, nous avons catégorisé tous les rythmes biologiques selon trois grandes périodes. La période des rythmes que l'on appelle circadiens. Circadien, ça vient du latin, circadies, autour du jour, donc toutes les horloges dont la période est d'environ 24 heures. Et nous avons une autre catégorie d'horloges qui sont des horloges infradiennes, où là la période est plus longue. Et nous avons une troisième catégorie d'horloges, les horloges ultradiennes, où la période est plus courte. Et je vais donc prendre l'exemple des horloges circadiennes pour vous expliquer ce que veut dire respecter les rythmes biologiques. Je vais d'abord vous donner la définition. C'est respecter la synchronisation des horloges biologiques entre elles quand ces horloges ont la même périodicité. C'est ça, respecter les rythmes biologiques. C'est respecter la synchronisation des horloges biologiques quand elles ont la même périodicité. Et je vais donc prendre l'exemple de 4 horloges circadiennes qui devraient être synchronisées entre elles si l'on voulait vraiment respecter nos rythmes biologiques. La première de ces horloges, c'est celle du rythme qu'on appelle activité-repos, qu'on appelle encore veille-sommeil. Avec cette idée qu'il y a une interdépendance permanente entre la veille et le sommeil, et chacun d'entre vous sait bien que si sa journée s'est bien passée, en principe il dort bien, mais que si elle a été remplie de soucis et de tracas, l'endormissement sera plus difficile. Mais l'inverse est vrai également. Si votre nuit s'est bien passée, vous vous lèverez du bon pied, mais en revanche, si ça a été entrecoupé de plein d'éveils, de plein de problèmes, etc., vous aurez beaucoup plus de mal à vous mettre en route le lendemain. Donc il y a constamment une dépendance entre la veille et le sommeil. Au cours de ce rythme veille-sommeil, nous passons par un état physiologique particulier qu'on appelle l'état de vigilance physiologique. Cet état de vigilance physiologique, il est au plus bas dans la nuit, il passe vraiment par un creux dans la nuit, toujours à peu près à la même heure, et il va commencer à augmenter après que l'on se soit réveillé. Il est d'un très bon niveau toute la matinée, et 12 heures après être passé par un creux, il passe à nouveau par un creux, 12 heures après. Il aura tendance à revenir à un bon niveau dans l'après-midi, mais seulement chez les plus grands. Il ne revient jamais à ce bon niveau du matin chez les plus jeunes. La deuxième horloge circadienne, c'est la température centrale, qui passe elle aussi par un creux dans la nuit, en même temps que la vigilance physiologique. C'est le moment de la nuit où vous allez subitement vous réveiller parce que vous avez froid, et vous constatez que c'est pas que la température de votre chambre a baissé, mais c'est vous qui vous êtes découvert. Donc vous ressentez le froid. C'est parce que votre température est au plus bas. Quand on apprend à reconnaître ces rythmes biologiques pour pouvoir les respecter, parce que c'est ce qui devrait être fait, on repère ces moments-là. Et donc en repérant ce moment, on sait quel est le moment où notre température est au plus bas. Elle va commencer à augmenter cette température environ 1h30 avant le déclenchement de l'horloge d'éveil spontané. Cette horloge d'éveil spontané, c'est votre horloge d'éveil spontané. Ça n'est pas forcément l'heure du réveil que vous faites sonner pour ne pas être en retard au boulot le matin. Et dans la population générale, il a été montré que cette horloge d'éveil spontané, elle oscille, selon les individus, entre 6h et 9h du matin. Et on a également constaté qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont plutôt du côté de 6h, 7h du matin, que de personnes du côté de 9h du matin. Et chez les enfants jeunes en particulier, on a beaucoup plus qui sont du côté de 6h, 7h que du côté de 9h. C'est à l'adolescence qu'on en trouve plus à 9h du matin.
Donc cette température, elle a commencé à augmenter avant le déclenchement de cette horloge. Et puis elle atteint un plateau dans la matinée, qui va perdurer toute la matinée, et 12 heures, après de passer par un creux dans la nuit, elle baisse, elle aussi, comme la vigilance. Et tout comme la vigilance, elle va remonter plutôt chez les plus grands, mais beaucoup moins chez les plus jeunes enfants, où elle ne sera jamais au niveau du matin. En revanche, en fin de journée, cette température va baisser, ou dans la soirée, suffisamment sensiblement, pour que chacun d'entre nous, enfants comme adolescents, comme adultes, puissions le ressentir. C'est le moment où vous allez d'un seul coup ressentir un frisson. Et bien souvent, en ressentant ce frisson, d'ailleurs, on se met à bâiller. On est très souvent occupé à faire des choses excessivement intéressantes et importantes à ce moment-là. Donc, on fait fi du frisson. Éventuellement, on se met une petite laine pour pas s'enrhumer. Et puis, on continue ce qu'on fait. On dit qu'on a bien raison parce que 10 minutes après, on a retrouvé son allant et puis on continue sur son écran parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Comme si de rien ne s'était passé. Et on continue jusqu'à pas d'heure. Et ben, on a eu bien tort. Parce que ce frisson veut dire que le sommeil est prêt à arriver. Et ça veut donc dire qu'on est en train d'éliminer une partie de notre sommeil, puisqu'on s'est forcé à poursuivre. Comme je l'ai dit, c'est vrai chez tout le monde. Il y a beaucoup d'enfants qui disent bien souvent qu'ils ont froid, toujours à la même heure. Et la réponse la plus fréquente que l'on m'a dit c'est « mets-toi contre un radiateur » ou bien « mets-toi une petite couverture ». Et on continue également avec l'enfant. Ça, c'est une erreur fondamentale, parce qu'alors, ça veut dire que c'est l'heure d'endormissement de l'enfant, que ce serait l'heure où il s'endormirait rapidement, et qu'il aurait alors toute sa nuit de sommeil et d'un sommeil de qualité. Quand on sait l'heure d'endormissement de l'enfant, ça nous permet de la préparer. Parce qu'une demi-heure avant, on peut lui dire qu'on sait que dans une demi-heure, il va s'endormir, donc on peut préparer l'enfant à aller se coucher une demi-heure plus tard. C'est pourquoi il est important d'observer les comportements des enfants pour pouvoir repérer tous ces moments-là et ne pas se tromper dans l'attitude éducative que l'on doit avoir. Puis on a une troisième horloge circadienne, qui est une hormone importante, puisque c'est l'hormone du stress, et c'est donc cette hormone dont on doit vérifier le niveau pour être sûr de ne pas être trop stressé. C'est le cortisol. Le cortisol, il passe lui aussi par un creux dans la nuit, en même temps que la vigilance et que la température. Simplement, il est sécrété au niveau du cerveau, et sa sécrétion est rapide puisqu'il atteint son pic, c'est-à-dire le plus haut niveau, juste avant notre réveil spontané. Et on sait en fait que c'est l'atteinte de ce pic de cortisol qui provoque l'éveil de l'organisme, et qui dit à l'organisme qu'il est prêt, qu'il peut démarrer sa journée. Ce niveau de cortisol est bon tout au long de la matinée, 12 heures après être passé par un creux dans la nuit, il baisse lui aussi, en même temps que la température et en même temps que la vigilance. Mais à l'inverse des deux autres, il ne remontera jamais, ni chez les enfants, ni chez les ados, ni chez les adultes. Il continuera de baisser doucement tout au long de l'après-midi pour baisser fortement le soir. Ce qui veut tout simplement dire que si un jour un médecin vous fait faire un bilan sanguin pour connaître votre niveau de cortisol, n'allez pas faire votre prise de sang à 16 heures. Vous ne connaîtrez pas votre niveau de cortisol. Il aura baissé. Donc ça n'est qu'à l'éveil et dans la matinée que vous aurez votre vrai niveau de cortisol, pas à un autre moment de la journée. Et puis enfin, quatrième horloge circadienne, l'hormone du sommeil, qu'on appelle encore la mélatonine. Cette hormone est synthétisée dans une glande qui se trouve au niveau du cerveau. La synthèse de mélatonine s'interrompt complètement au moment de notre éveil spontané. Et à l'inverse, cette synthèse se remet en route en fin de journée pour induire l'endormissement. Et c'est la remise en route de la synthèse de mélatonine qui voit en même temps baisser la température, baisser le cortisol et baisser la vigilance. Donc ce sont ces 4 horloges circadiennes qui doivent être constamment synchronisées si on veut se coucher à la bonne heure et s'éveiller à la bonne heure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la question est donc maintenant, respectez-vous vos rythmes biologiques? Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Et respecte-t-on les rythmes biologiques des enfants par eux-mêmes? Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup plus de mains qui se lèvent. Je poursuis sur ces horloges biologiques. Rapidement sur une deuxième horloge qui est un peu plus longue. C'est une horloge infradienne.
Et je dis rapidement parce qu'elle concerne les enfants, c'est l'horloge, une horloge qui est spécifiquement féminine, puisqu'en fait, c'est l'horloge de menstruation chez la femme. Donc elle est typiquement féminine. Elle a été très étudiée dans les années 90, cette horloge-là, et il avait été prouvé qu'au cours du mois, les femmes sont obligées pendant quelques jours de faire des efforts supplémentaires pour avoir le même niveau de performance à toutes les activités qui requièrent de leur part beaucoup de concentration, d'attention, de mémorisation, etc. Il avait également été démontré qu'elle jouait sur tous les systèmes hormonaux, cette horloge, et qu'en particulier, elle jouait sur le système thymique. Le système thymique, c'est le système régulateur de l'humeur. Système régulateur de l'humeur, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde aura compris. Et comme on sait tous dans cette salle que nous sommes toujours de bonne humeur, ça je peux vous affirmer que c'est un fait avéré, ça veut donc dire que chez certaines femmes, quelques jours dans le mois, il va y avoir changement d'humeur. Et qu'elles vont passer par des moments de mauvaise humeur. Forcément. Je suis simplement en train de dire à toutes les dames ici présentes qui connaissent ça, qu'elles n'y peuvent strictement rien puisque c'est leur horloge infradienne qui s'exprime. Et comme elle est génétiquement programmée, on ne peut pas la bousculer. Donc on est bien obligé de l'accepter. Que l'environnement, sans aucun problème, peut s'adapter. Et que bien évidemment, dans cet environnement, il y a tous nos compagnons masculins, et que je suis particulièrement désolée pour tous ceux qui sont là ce soir, mais comme ils n'ont pas cette horloge infradienne qui fonctionne, ils n'ont aucune bonne raison scientifique d'avoir des jours de mauvaise humeur. Je peux vous affirmer que c'est complètement féminin, et qu'ils ont juste le droit de s'adapter. Si je vous en parle, c'est parce que chez les petites filles, la puberté est de plus en plus précoce. Et qu'il n'est pas rare d'avoir des petites filles de fin de l'élémentaire qui sont déjà en phase pubertaire. Et comme moi j'interviens dans les écoles, je travaille avec les enfants sur leur rythme biologique, je leur fais comprendre scientifiquement comment fonctionnent tous ces rythmes-là. Et j'ai pu constater à quel point c'est important, parce que j'ai remarqué que ça désangoisse ces petites filles par rapport à tous les changements qu'elles voient apparaître qui ne sont pas que physiques, mais en fait pour lesquels elles n'ont pas de termes à mettre dessus. Elles ne savent pas quelles questions poser, parce qu'elles ne savent pas si c'est normal ou pas. Et donc le seul fait de leur expliquer scientifiquement comment ça se passe, ça les désangoisse. C'est pour ça que j'incite tout le monde à travailler là-dessus, que ça fait partie de l'éducation à la santé des enfants, et qu'on devrait vraiment, dès le plus jeune âge, moi je le fais dès la maternelle, les aider à mieux comprendre comment ils fonctionnent par rapport à leur rythme biologique. Puis je passe très vite à un rythme plus long, parce qu'il a aussi une incidence sur nos enfants, qui est un rythme étudié chez les animaux, et qui, les chercheurs s'étaient demandé pourquoi entre novembre et mars, il y a toujours des animaux chaque année qui vont hiberner. Et qu'il y a même des ours des Pyrénées qui hivernent tous les ans, hein, donc des mammifères qui hivernent. Et finalement, ils ont constaté que cette hibernation, c'est une condition de survie pour l'animal. Une condition de survie. Ils se sont alors demandé ce qu'il en est pour nous. Nous ne sommes rien donc que des grands mammifères. Alors j'entends bien que si vous demandiez à vos patrons respectifs d'hiberner tous les ans, je ne suis pas bien certain que ce soit accepté. Pourtant, c'est une période de l'année, effectivement, où l'organisme est plus fatigable, où il est plus fragile, où le système immunitaire est moins efficient. Et c'est la moindre résistance de ce système immunitaire qui explique qu'on est plus malade l'hiver que l'été. C'est également une période de l'année où, chez l'enfant et l'adolescent, le niveau de cortisol est au plus bas, alors qu'il est le plus élevé l'été. Et c'est encore une période de l'année où la luminosité est beaucoup plus faible puisque les jours sont plus courts. Ça a des répercussions sur notre bien-être psychologique puisque ça produit chez certains ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Donc on a pu constater qu'il y a plus de 1% des enfants qui souffrent de dépression saisonnière, il y a plus de 5% des enfants qui en souffrent. Et c'est vraiment ce manque de lumière, de luminosité naturelle. D'où l'importance à dire que tous les jours de l'année, quels qu'ils soient, il est important qu'on ait un minimum de 30 minutes de lumière naturelle. C'est vraiment fondamental pour tout le monde. C'est ça qui permet d'éviter au maximum cette dépression saisonnière. Un minimum de 30 minutes de lumière naturelle. Et juste une petite incise, parce que là c'est bien des enfants de primaire dont on parle, mais on peut aussi parler des adolescents. Cette période de l'année, c'est le deuxième trimestre de l'année. C'est-à-dire que c'est la période de l'année où chez les adolescents, tous les parents et tous les enseignants les bassinent en leur disant « mets-en un coup, faut que tu aies des bonnes notes, c'est un trimestre important, ça va te servir pour ton orientation, etc. »
Ça veut dire qu'on demande à ces ados de mettre le plus gros coup de collier au moment où ils sont le plus fatigables dans l'année. Ce qui veut bien dire à quel point notre année est mal foutue, parce qu'on va leur demander de se reposer quand ils sont en pleine forme et de mettre le plus gros coup de collier quand ils sont le plus fatigables. Donc j'espère qu'un jour on aura le courage de mettre à plat l'organisation de l'année en France, qui est une hérésie. Pour l'avoir comparé à 33 autres pays, nous sommes le seul pays à avoir 4 fois 2 semaines de petites vacances dans l'année. Le seul pays. Et nous sommes le pays qui avons le plus grand nombre de jours de vacances dans l'année, avec à la fois toutes ces semaines de vacances plus les jours fériés. C'est juste une parenthèse, mais n'empêche. Et lorsqu'on parle des rythmes des enfants, ça, il faudrait peut-être qu'on en tienne compte également. Et puis j'en arrive à une troisième catégorie de rythmes qui sont des rythmes plus courts, qui ont bien à voir avec tout cet aménagement des temps dont je parle depuis tout à l'heure. Le premier rythme que je vais prendre en considération, c'est celui d'un rythme qui apparaît très tôt chez les enfants, puisque c'est son rythme cardiaque. C'est un outil que les psychologues utilisent énormément dans leurs études, parce qu'on a prouvé que toute accélération de ce rythme cardiaque est significative de ce qu'un effort est fourni. Qui peut être un effort physique, un effort intellectuel, un effort cognitif, un effort émotionnel. Il y a accélération du rythme cardiaque. Et qu'il est clair que plus on reproduit cette accélération, plus c'est une source de fatigue. Et on s'est donc interrogé si chez les écoliers, il y a des moments de la journée où son rythme cardiaque est particulièrement sollicité. Et en fait, on a pu constater, on a été plusieurs labos en France à le faire, et j'avais fait dans le labo où j'étais, on a pu constater que oui, il y a un moment de la journée où il est particulièrement sollicité, c'est le moment où les enfants mangent le midi. Et nous sommes allés dans les restaurants où les enfants mangent, et dans beaucoup de ces restaurants, on a fait des relevés sonométriques. Et on a constaté que quand il y a énormément d'enfants qui mangent en même temps, on atteint un fond sonore de plus de 85 décibels. C'est-à-dire une locomotive qui passe. Ce qui veut tout simplement dire que les enfants mangent avec une locomotive à côté d'eux. Et que sur ce bruit de fond qui est énorme, il y a plein de bruits impulsionnels, parce qu'il y a des couverts en inox qui tombent toujours, il y a des verres en pyrex qui éclatent tout le temps, il y a des chaises qui balayent par terre, qui font du bruit, il y a des cris entre passe-moi du pain, passe-moi la carafe, parce qu'il faut être plus entendu que le fond sonore, donc on crie, etc. C'est épouvantable. Et j'ai moi-même mangé lundi dernier dans un restaurant de ce type, j'ai cru avoir la tête qui explose. Donc c'est une réalité. Et d'expérience, je sais également que le réflexe qu'a tout le monde dans toutes les écoles pour les enfants à ce moment de la journée, c'est d'ouvrir grand les portes et de leur dire allez vous défouler dans la cour de récréation. Et là, je peux vous affirmer que de défoulement, il n'y a pas du tout. Parce que pendant qu'ils mangeaient, ils n'étaient plus en état de vigilance physiologique. Ils avaient dépassé cet état. Ils étaient en état d'émotion physiologique. C'est comme ça que ça s'appelle, l'état supérieur. En état d'émotion physiologique, stressé. Si vous les mettez en cours de récréation où ils peuvent courir, vous les amenez à un état d'hyperexcitation physiologique. Et c'est ça qu'ils font dans la cour. Ils s'hyperexcitent. Donc ils courent dans tous les sens, ils se bousculent, ils sont même un peu violents. C'est le moment où l'accidentologie est toujours la plus forte, etc. C'est pas par hasard, pas du tout. Je vous ai dit tout à l'heure que 12 heures après être passé par un creux, notre vigilance, notre température et notre cortisol baissent également. 12 heures après le creux de nuit. 12 heures après le creux de nuit, on y est. C'est-à-dire que ça s'appelle le creux méridien. Méridien, c'est milieu de notre rythme circadien. Et effectivement, ce creux méridien, c'est une baisse physiologique globale que chacun d'entre nous peut ressentir. C'est le fameux coup de pompe que vous pouvez avoir en début d'après-midi, qui va vous faire prendre un café de plus ou éventuellement une cigarette, persuadé que vous êtes en train de digérer ce que vous venez de manger. Et c'est une erreur, puisque même si vous n'avez pas mangé, vous aurez cette baisse physiologique. Elle est physiologique, elle fait partie du rythme circadien, c'est un creux méridien. Il est évident que si votre repas de midi a été très caloriquement chargé, que vous n'avez pas accompagné que d'eau, ce ne sera plus un creux, disons rien. C'est au fond du fossé. Et plus la température extérieure est élevée, plus le creux est important lui aussi. Ça veut simplement dire qu'à ce moment de la journée, les enfants vivent un creux méridien, qui est une baisse physiologique, où la vigilance baisse, où la température baisse, où le cortisol baisse.
C'est-à-dire tout ce qu'on leur fait faire à ce moment-là de la journée est 3 fois plus coûteux. Parce qu'ils doivent faire plus d'efforts pour réussir à faire ce qu'ils font. D'accord ? Donc en fait, on a tort de vouloir émettre des activités à ce moment-là et les faire s'énerver. C'est un moment où, au contraire, ils devraient se poser. C'est le moment d'aménager au mieux la sieste des enfants et la sieste de tous les enfants qui font la sieste. Et c'est là que je reviens à ma différence interindividuelle du début. On a des petits, moyens et gros dormeurs à la maternelle. Il est aussi délétère d'empêcher un gros dormeur de dormir tout ce dont il a besoin. Mais il est délétère également d'obliger un petit dormeur à dormir plus qu'il n'en a besoin. D'expérience vécue, parmi les petites sections, vous avez toujours 1 ou 2, ou même 3 vrais petits dormeurs. Et parce qu'il est en petite section, on le met au dortoir. Il va se retourner pendant 1 heure dans son lit sans jamais pouvoir s'endormir. Il va parfois se faire attraper parce qu'il dérange les voisins, etc. Il n'a pas besoin d'être dans ce lit et il n'arrivera pas à s'endormir. C'est un vrai petit dormeur. Par contre, quand vous observez 2 services de maternelle pour le repas, que vous êtes dans la cour de récréation pour le 2e service qui est en train d'attendre, et que vous voyez les enfants de moyenne et grande section couchés dans la cour de récréation, prêts à s'endormir, vous vous dites qu'il serait mieux dans le lit à la place des petits dormeurs qui n'en ont pas besoin. Donc ça, c'est un travail que j'ai mené dans toutes les maternelles où je suis passée, y compris avec des inspecteurs de l'éducation nationale, qui se sont accordés à dire que devaient aller à la sieste ceux qui ont besoin de sieste, donc tous les petits qui en ont besoin, sauf ceux qui sont petits dormeurs, et les moyens et les grands qui sont des gros dormeurs. Et on a tout réorganisé comme ça. Et l'autre chose que l'on a mise en place, qui fonctionne partout aujourd'hui, c'est que la sieste doit se faire dès la fin du repas. C'est-à-dire pas question de laisser les enfants s'exciter pendant 1 demi-heure dans la cour pour seulement après aller les mettre au dortoir. Ça, c'est une erreur fatale. Il est sûr qu'alors ils auront du mal à s'endormir, qu'ils s'endormiront à pas d'heure et qu'il faudra les réveiller à pas d'heure. Alors que de les conduire au dortoir dès la fin du repas, en étant passés par les toilettes, etc., on s'aperçoit qu'ils s'endorment très vite, ils sont dans leur creux méridien et ils se réveilleront spontanément à la fin du creux méridien. Et puis je passe tout de suite à une dernière horloge. Et puis, non, je voudrais quand même dire que pour tous les autres enfants, ils doivent passer par un temps de relaxation avant d'aller jouer. Obligatoire. Donc on aménage les espaces, je peux vous donner des exemples si vous le voulez, de ce que j'ai fait, doit vraiment proposer à tous les enfants jusqu'au CM2 ce temps de relaxation. Et puis j'en passe à la dernière horloge ultradienne qui est le sommeil. Le sommeil, c'est un état très fragile et un état très complexe. Il est fragile parce que tout ce qui se passe au cours d'une journée a toujours des répercussions sur le sommeil qui suit, en bien ou en mal. Et il est complexe parce qu'il est multirythme. Il a une rythmicité circadienne parce qu'il fait partie du rythme veille-sommeil qui est circadien. Mais on sait également qu'on a besoin de plus dormir l'hiver qu'on en a besoin l'été. Il a donc une rythmicité infradienne. Et il a une rythmicité ultradienne parce qu'il est composé d'une succession de cycles de sommeil qui ont la même durée, et qu'à la fin de chacun de ces cycles de sommeil apparaît un stade de sommeil particulier qui va réapparaître de manière cyclique tout au long de la nuit. Et c'est donc la réapparition cyclique de ce stade de sommeil qui fait dire du sommeil qu'il a une rythmicité ultradienne de période 90 minutes, puisque c'est la durée des cycles à partir de l'âge de 3 ans. En deçà de 3 ans, les cycles ne durent que 60 à 70 minutes, ce qui veut dire qu'un enfant de 2 ans qui fait une sieste de 2 heures fait souvent une sieste de 2 cycles de sommeil. Le contenu de ces cycles de sommeil ne sont pas les mêmes en début de nuit et en fin de nuit. Et ça, c'est important également à avoir en tête. Le début de nuit, c'est le premier cycle qui suit l'endormissement. Quand on est raisonnable, c'est quand on a senti le frisson qu'on va se coucher, qu'on s'endort vite. Et je vous ai dit que c'est la synthèse de mélatonine qui induit l'endormissement avec la baisse de température, etc. La mélatonine est très étudiée toutes ces dernières années et on a démontré que pour pouvoir être synthétisée, elle a besoin d'être rechargée. D'où l'importance de la lumière naturelle, puisque c'est elle qui va recharger la mélatonine. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que tous les jours on ait un minimum de 30 minutes de lumière naturelle pour aider notre mélatonine à être rechargée.
Et quand arrive le soir, c'est l'inverse. Elle a besoin d'être dans l'obscurité pour pouvoir véritablement bien fonctionner. Ce qui veut dire que la chambre doit être obscure, là où on dort, mais qu'en plus, on s'est contraint à éteindre tous les écrans au moins 1h30 avant de s'endormir. Pourquoi éteindre tous les écrans au moins 1h30 avant de s'endormir? Parce que tous ces écrans renvoient un flux bleuté, qui est un flux très proche de la lumière naturelle. Et que ce flux bleuté, il arrive directement sur l'horloge qui est derrière les yeux. Et quand elle reçoit ce flux, elle ne sait pas que ça vient d'un écran. Elle est persuadée que c'est le jour qui continue. Et c'est pour ça que quand vous êtes devant votre écran, que vous ressentez le frisson, mais que vous résistez et que vous restez devant l'écran, 10 minutes après, vous repartez. Mais parce qu'il y a une activation artificielle qui se fait. C'est ça qui se fait. N'empêche que vous avez loupé une partie du sommeil. Ça, c'est vrai chez tout le monde. Alors, je le dis quand même, parce que quand je travaille avec des maternelles, je fais tout un travail sur le rythme biologique avec eux, qui comprennent plein de choses, qui me posent plein de questions, et que lors d'un moment où je leur demande, et finalement, comment ça se passe pour toi le soir quand tu vas te coucher, que j'entends ce qu'ils me racontent, je finis par poser la question dans une classe de moyenne grande section, donc des enfants entre 4 ans et demi et 5 ans et demi, je leur dis qui a la télé dans sa chambre. Eh bien, 4/5 de cette classe lève la main. 4/5. Et ils me racontent ce qu'ils ont vu la veille au soir et les dessins animés qui commencent à 6 heures du matin. Il est clair qu'ils sont en pleine forme pour démarrer après. D'accord? Et bien sûr, après j'en parle aux parents, qui me disent tous, on leur a dit de ne pas l'allumer. Et je leur dis donc, leur sortez la télé. Sinon, pas besoin d'allumer, elle n'a pas besoin d'être dans la chambre. Donc c'est vraiment un problème crucial à l'heure actuelle, il faut le savoir. C'est pour ça qu'on dit que le sommeil des enfants est un problème de santé publique, parce qu'il y a tout ce travail à faire autour du sommeil des enfants. Nous sommes raisonnables, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'écran, on s'est couché à la bonne heure, on s'endort. On fait notre premier cycle de sommeil, qui est surtout constitué de sommeil profond et très profond, qui sont importants, puisque c'est eux qui nous permettent de récupérer la fatigue physique et musculaire accumulée au cours de la journée. Ils savaient, eux, que ce sommeil leur permettait de récupérer de la fatigue physique qu'ils avaient accumulée. Et la science a prouvé qu'ils avaient raison. C'est aussi pendant ce sommeil-là que la sécrétion d'hormones de croissance est faite, qui permet aux enfants de grandir. Et c'est encore pendant ce sommeil-là que la régénération du système immunitaire et de la peau se fait. C'est pendant ce sommeil que les savoir-faire des enfants s'accumulent dans la mémoire. Quand vous apprenez à un jeune enfant à faire du vélo à 2 roues, il a besoin d'automatiser plein d'actions. Et on a constaté que plus il fait de sommeil profond et très profond, plus ces automatisations se feront rapidement. Et plus ces savoir-faire seront intégrés rapidement. À la fin de ce premier cycle de sommeil, pratiquement constitué que de sommeil profond et très profond, apparaît un autre stade de sommeil qu'on appelle sommeil paradoxal. Il est paradoxal parce que le cerveau se met en activité alors que le système musculaire est complètement inhibé à ce moment-là. C'est sur ce sommeil que je travaillais dans le labo de sommeil où j'étais, et on a prouvé qu'ils sont indispensables aux apprentissages nouveaux qu'on est en train de faire. Je ne suis absolument pas en train de dire qu'on apprend en dormant, et qu'en se branchant sur son iPod chargé de ses leçons pendant toute la nuit, on saura ses leçons au lever. Moi, je vous affirme que c'est non. Ceux qui sont de la même génération que moi ont sans doute connu, assimilé, apprenez l'anglais en dormant. Je peux vous affirmer que des études avaient été menées et qu'on a prouvé de 2 choses l'une. Ou bien on savait que Mike Taylor Wisrich au lever, mais on n'avait pas dormi de la nuit. Ou bien on avait bien dormi toute la nuit, on ne savait toujours pas que Mike Taylor Wisrich. Donc il n'y a pas de secret, on n'apprend pas en dormant. Mais insistez auprès des enfants pour qu'ils apprennent leurs leçons en fin de journée. Et que les ayant appris en fin de journée, ils les révisent juste avant de s'endormir, va permettre au sommeil paradoxal de travailler sur cette leçon pour que toutes les informations importantes de la leçon soient mises en mémoire à long terme. C'est ça qui va faire que cette leçon sera connue à vie. Pas comme ça qu'on apprend à la va-vite le matin. On aura peut-être une bonne note parce qu'on est interrogé tout de suite, mais on aura tout oublié après. Ces 2 catégories de sommeil sont aussi importantes l'une que l'autre. Malheureusement, elles n'ont pas la même durée dans la nuit de sommeil. Les sommeils profonds et très profonds sont longs au début de la nuit. Dès le 4e cycle, vous n'avez plus de sommeil très profond.
Le sommeil paradoxal commence brièvement et il ne cesse d'augmenter à mesure que la nuit avance. On l'appelle souvent sommeil de rêve. Ça explique que si le matin vous devez faire sonner votre réveil, vous avez des chances non négligeables d'être pris en plein rêve. Parce que le sommeil est arrivé en plein sommeil paradoxal. Le sommeil a sonné en plein sommeil paradoxal. Alors si votre rêve était sympa, c'est frustrant parce que vous ne connaîtrez jamais la fin du rêve. Il est labile et il est oublié aussi vite. Et ça veut donc dire qu'on n'a pas fait tout son sommeil paradoxal. C'est ça que ça veut dire. Donc les deux bouts de la chaîne sommeil sont importants pour les enfants. C'est vrai qu'on représente souvent le sommeil sous forme d'un train, avec les wagons qui représentent les cycles de sommeil. Ce que l'on oublie souvent de dire par rapport à ce train du sommeil, c'est que la locomotive doit toujours partir à la même heure. Toujours partir à la même heure. Tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire y compris le week-end, y compris pendant les petites vacances. Et non, les enfants se couchant tard ne gagneront pas sur le matin, c'est faux. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont tenté de coucher tardivement un jeune enfant le samedi soir, avec le secret espoir de faire la grasse matinée le dimanche matin. Et ça ne marche jamais, parce qu'il est toujours levé à la même heure. Ça veut juste dire que les horloges de vos enfants fonctionnent bien. C'est ça que ça veut dire. Parce que je vous ai dit que son horloge d'éveil spontané est constituée de 4 horloges qui sont synchrones. Le rythme veille-sommeil, la vigilance, avec la vigilance, la température, le cortisol, la mélatonine. Et malheureusement, quand vous les couchez plus tard, vous ne changez que l'horloge veille-sommeil. La température a besoin de 7 jours pour bouger, le cortisol et la mélatonine ont besoin de près de 2 semaines pour bouger. Ce qui veut dire que quand vous couchez tardivement votre enfant pendant les petites vacances de 2 semaines sous prétexte qu'il est en vacances, c'est à la fin de la 2e semaine des vacances qu'il aura enfin retrouvé le rythme nouveau des vacances. Et vous le remettez dans l'autre sens parce qu'il retourne à l'école. Ce qui fait que la première semaine, il ne fait rien à l'école parce qu'il n'est pas en forme, parce qu'il est en train de se resynchroniser. Donc on ne déplace pas les horloges des enfants. C'est vraiment très important. Il y a une étude britannique qui a suivi une cohorte de plus de 11 000 enfants de 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et cette étude britannique a prouvé qu'à 5 ans et 7 ans, les enfants qui ont le plus de problèmes d'inattention, le plus de problèmes de déconcentration, qui ont aussi souvent des comportements un petit peu difficiles, etc., sont ceux qui, dès l'âge de 3 ans, ont connu des retards de coucher régulièrement dans leur semaine. Donc, il faut quand même y penser à ça. Et on ne doit pas déplacer les horloges des enfants de ces âges-là. Mais à la limite, même chez les adolescents, c'est la même chose. C'est la régularité du rythme veille-sommeil qui est la plus importante pour le bien-être des enfants, qui est la plus importante. Donc on doit absolument y penser. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que c'est tous les temps des enfants qui doivent être aménagés avec l'ensemble des partenaires qui ont tous une part de responsabilité par rapport à la fatigue de l'enfant. Donc il y a le temps du sommeil, il y a le temps d'accueil du matin aussi, parce que des chercheurs qui ont travaillé sur les rythmes des enfants ont toujours montré que le temps d'attente est toujours trop long pour les enfants. Et quand vous avez des enfants qui arrivent tôt le matin, qui peuvent arriver à 7h30 le matin, et qui sont parfois obligés d'attendre jusqu'à 9h que la classe commence, c'est beaucoup trop long pour eux. C'est un vrai temps d'attente qui fait qu'à 9h, ils sont plus motivés, ils sont plus prêts à démarrer. Il y a quelque chose que j'ai fait dans les communes que j'ai accompagnées, j'ai proposé aux parents de ces enfants et aux communes qui en étaient d'accord, que ces enfants ne cherchent pas à la maison à les réveiller encore plus tôt pour essayer de leur donner un petit déjeuner qu'ils ne prendront pas parce que c'est pas la bonne heure pour le prendre, mais que par contre ils viennent à cette heure-là à l'école avec leur petit déjeuner. Et donc on organise une tablée où tous les enfants qui arrivent à 7h30 le matin sont avec leur petit déjeuner, et du coup ils ne sont pas en attente. Ils sont en train de prendre leur petit déjeuner jusqu'à peu près 8h, tranquillement, sans être bousculés, comme s'ils étaient à la maison, bien. Et ils partagent, ils évoquent ce qu'ils ont fait le soir, etc. C'est très calme. Et tous les professionnels me disent, ça a vraiment changé ce moment-là, ça n'est plus du tout pareil. Et il y a même autre chose que je conseille aux enseignants avec lesquels je travaille, c'est de faire rentrer directement les enfants qui arrivent à l'école le matin, plutôt que de les laisser s'énerver dans la cour. Parce qu'ayant observé ce qui se passe
à l'entrée de la cour de récréation le matin. Vous avez des enfants qui sont sur le trottoir très calmes, en train de donner la main à maman. On lui fait le dernier bisou, on passe un pied au-delà du portail et on se met à courir. Et on se met à s'énerver. Et après, il faut un quart d'heure pour les ramener à l'état de vigilance nécessaire. Alors que de les laisser rentrer à mesure qu'ils arrivent à l'école dans la classe, puisque l'enseignant est là, ça les calme, ça ne les énerve pas, ils sont très calmes, c'est un temps de transition douce, c'est un temps où ils peuvent sortir leurs affaires tranquillement, c'est un temps où ils peuvent mettre la pastille sur le tableau qu'on a mis à la porte pour dire je mange ce midi et je reste ce soir, s'autonomisent par rapport à ça, etc. C'est très calme. Et tous les enseignants reconnaissent alors que le démarrage le matin, il est beaucoup plus rapide parce que tout le monde est disponible à ce moment-là, dans la matinée. Autre chose également que je voudrais dire par rapport à tous ces rythmes biologiques, une fois qu'on a bien intégré ce qu'ils sont, c'est que vous n'aurez plus que constater que biologiquement parlant, il n'y a pas d'équivalence entre le matin et l'après-midi. C'est une erreur de croire que le matin est équivalent à l'après-midi, ça ne l'a jamais été. Le premier à l'avoir démontré, c'est un psychologue qui s'appelle Alfred Binet, qui avait déjà travaillé sur les élèves dès que l'école de Jules Ferry s'est mise en place, à la fin du 19e, il avait produit un bouquin qui s'appelait La fatigue intellectuelle. Et il disait toujours aux enseignants, faites bénéficier les écoliers de la clarté mentale de la matinée. Pierre Magna, qui est un autre chercheur, un médecin, qui a été recteur également, l'a dit quelques décennies plus tard, en montrant que le matin, la synchronisation des enfants est toujours beaucoup plus grande qu'elle ne l'est l'après-midi, toujours. Et il a même prouvé qu'en aménageant au mieux la pause méridienne, le retour de pause méridienne n'est jamais identique à ce que l'on a le matin. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, depuis toujours, je milite pour qu'on ait le plus de matinées possible dans la semaine pour tous les apprentissages des enfants. Et je dis bien tous les apprentissages. Et je ne parle pas que des maths et du français, je parle bien de tous les apprentissages. Mais également que les matinées soient plus longues. Parce que c'est là qu'ils sont le plus disponibles. Et plus les matinées sont longues, mieux on peut dispatcher les apprentissages, mieux on peut jouer sur des alternances pédagogiques, et moins on bouscule les enfants à la maternelle. Pour avoir observé beaucoup de maternelles, le terme qui revient le plus fréquemment, c'est dépêche-toi. Dépêche-toi de sortir ça, dépêche-toi de mettre ton bonnet, dépêche-toi d'enlever tes chaussures, dépêche-toi. Et comme déjà on le lui dit à la maison avant de partir, vous imaginez dans quel état de frustration est cet enfant. Quand on a des matinées longues, on ne les bouscule plus. On les laisse aller au bout de ce qu'ils ont à faire. Et du coup, on ne les fait pas zapper non plus. Parce que c'est ça aussi qui les rend zappés. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est importante pour moi. Et autre chose également que j'avais montré aux gens avec lesquels j'ai travaillé, qui fait partie des connaissances que l'on a par rapport au rythme des enfants, c'est que plus on émiette le temps des enfants, plus on provoque beaucoup de transitions au cours d'une journée, plus on cause de la fatigue chez l'enfant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais dit dès le début de la réforme, en disant évitons d'émietter au maximum les journées des enfants, évitons de faire que les après-midi, il a le temps de midi où il a quelqu'un, il retourne un peu en classe, il a quelqu'un d'autre, et il part à des activités où il a encore quelqu'un d'autre, et parfois il part encore après à voilà. Ça, c'est un émiettement des temps pour moi. C'est un émiettement des temps. Donc moi, j'avais dit que je refusais ça pour éviter cette multiplicité de transitions pour l'enfant qui est une vraie source de fatigue. C'est vrai qu'on a fait des propositions d'organisation très différentes de ce que l'on a fait un peu partout, mais en s'appuyant sur la connaissance des rythmes biologiques des enfants et en travaillant tous ensemble, de manière partenariale, pour avoir une vraie co-construction du projet éducatif. Et puis j'en terminerai cette intervention en n'oubliant jamais que le bien-être de l'enfant, il est complètement dépendant de la qualité de vie professionnelle de ceux qui l'accompagnent. Et donc, plus on donne de qualité de vie professionnelle aux enseignants, plus on donne une qualité de vie professionnelle aux intervenants ou aux animateurs, plus on a de chance d'avoir un bien-être de l'enfant. Je vous remercie pour votre attention.